En 2016, un coup de tonnerre ébranle le monde feutré du cinéma français. Sophie Marceau, l'icône nationale, l'éternelle fiancée de la France, refuse la Légion d'honneur. Ce n'est pas un simple caprice de diva, ni un geste politique opportuniste. C'est l'aboutissement d'une longue guerre silencieuse, un acte de dissidence mûrement réfléchi, contre un système qui, selon elle, honore des figures entachées par la controverse et la compromission. Ce refus public est la partie visible d'un iceberg de blessures profondes, de rancœurs tenaces et de silence accumulé pendant près de 40 ans de carrière. À 57 ans, la femme derrière, l'image impeccable de Vic Berreton, ose enfin mettre des noms sur ses cicatrices. 5 noms, 5 figures masculines qui incarnent le pouvoir, la domination et l'humiliation, et à qui elle a juré de ne jamais pardonner. Ce n'est plus l'adolescente au sourire radieux que le public a connue dans La Boum, mais une femme qui revendique son droit à la colère, une guerrière qui a décidé que le temps du silence était révolu. Son histoire n'est pas une simple confession, c'est un cri de libération, un fil rouge reliant les coulisses, parfois sordides, d'un destin façonné par d'autres, à la façade scintillante d'une star éternelle. Pour comprendre la genèse de cette révolte, il faut remonter aux origines. Née Sophie Danielle Sylvie Maupu le 17 novembre 1966 à Paris, elle grandit dans un milieu modeste, loin des paillettes. Son père est chauffeur routier, sa mère démonstratrice dans un grand magasin. Rien ne la prédestine à devenir le visage d'une génération. Pourtant, à l'âge de 13 ans, le destin frappe à sa porte sous la forme d'un casting sauvage. Repérée par hasard, elle est choisie parmi plus d'1 millier de candidates pour incarner Vic Berreton dans La Boum, 1980. Le film est un triomphe sans précédent. Du jour au lendemain, la collégienne timide se transforme en un phénomène de société, une icône nationale à laquelle toute une jeunesse s'identifie. 2 ans plus tard, La Boum 2 confirme son statut, lui offrant le César du meilleur espoir féminin. Le conte de fées est parfait, mais la réalité en coulisses est bien plus sombre. La jeune Sophie appartient déjà corps et âme à une industrie qui entend bien la modeler à sa guise. Son contrat avec la Gaumont est une cage dorée, elle n'a aucun contrôle sur ses rôles, son image ou la trajectoire de sa carrière. Pour reconquérir sa liberté, elle accomplit un geste inouï pour une adolescente de 16 ans, elle rachète elle-même son contrat pour une somme colossale, s'endettant lourdement pour pouvoir enfin dire non. Cet acte fondateur, cette première grande bataille, est la pierre angulaire de sa construction en tant que femme et artiste. C'est sa déclaration d'indépendance, le premier nom d'une longue série face à un système qui tente de la posséder. Libérée du carcan de la Gaumont, mais pas encore de l'image qui lui colle à la peau, Sophie Marceau entre dans les années 80 et 90 avec une double ambition, conquérir le monde et se trouver elle-même. La scène internationale lui ouvre les bras. Elle devient la Française que Hollywood s'arrache, tournant aux côtés des plus grands. Avec Mel Gibson dans Braveheart, elle est une princesse tragique. Face à Pierce Brosnan, elle incarne une James Bond girl atypique et complexe dont le monde ne suffit pas. Ce succès planétaire, loin de l'apaiser, ne fait qu'accentuer un profond sentiment de dépossession. Chaque nouveau rôle, chaque affiche placardée de Paris à Los Angeles la transforme un peu plus en un fantasme global, une héroïne romantique idéale, polie et désincarnée. Le public l'adule, mais ce qu'il aime, c'est une construction, une image soigneusement entretenue par une industrie qui ne lui a jamais demandé son avis. Derrière les tapis rouges, les flashs crépitants et les interviews millimétrées, la jeune femme étouffe. Elle vit sous le regard permanent d'un public insatiable, une existence programmée où l'intimité est un luxe inaccessible. Ce que personne ne soupçonne, c'est l'isolement abyssal qui accompagne cette gloire. C'est l'anxiété de la performance qui la ronge avant chaque prise, la peur de n'être jamais à la hauteur d'une attente qu'elle n'a pas définie. Ce sont les tournages harassants, aux 4 coins du monde, qui l'épuisent physiquement et nerveusement, ne lui laissant aucun répit, aucun espace pour simplement être Sophie Maupu. Face à cette machine à broyer, elle multiplie les actes de résistance artistique. Consciemment, elle refuse des blockbusters qui lui assuraient une fortune pour se tourner vers des œuvres plus sombres, plus exigeantes, parfois même impopulaires. Elle cherche à briser le miroir, à écorner l'icône. C'est une quête désespérée pour trouver sa propre voie au milieu d'un système qui la réduit à un visage,
a un sourire vendeur. Pour s'extraire de ce piège, elle prend la plume, elle passe derrière la caméra. Son premier long métrage en tant que réalisatrice, Parlez-moi d'amour 2002, est un électrochoc. Loin de l'esthétique glamour qu'on attendait d'elle, le film est d'une sincérité crue, presque brutale. C'est un geste d'une audace folle, une tentative de reprendre le contrôle de son propre récit. Mais ce chemin vers l'autonomie a un prix élevé. Elle doit affronter l'incompréhension de ceux qui ne voient en elle que la petite fiancée de la France et la résistance féroce des hommes de pouvoir qui n'acceptent pas qu'elle s'émancipe de leur tutelle. En dépit des apparences, Sophie Marceau n'a jamais été une actrice docile. Depuis son rachat de contrat à 16 ans, elle n'a cessé de se battre pour exister au-delà de l'étiquette. Elle incarne cette génération de femmes prises au piège, entre la lumière aveuglante et la domination masculine, entre le rêve collectif qu'on projette sur elle et le drame personnel qu'elles vivent en silence. Si elle continue de sourire sur les plateaux, c'est parce qu'elle a appris, très jeune, à dissimuler les cicatrices. Le véritable basculement, la fracture irréparable, s'opère en 1985. À 10 à 9 ans, Sophie Marceau pense avoir franchi un cap décisif. Elle accepte de tourner dans Police, un film noir et intense réalisé par Maurice Pialat, monstre sacré du cinéma d'auteur. À ses côtés, une autre légende, Gérard Depardieu. Sur le papier, c'est une consécration, le rôle qui doit la faire passer de l'icône adolescente à l'actrice dramatique respectée. Mais le plateau de tournage ne sera pas un lieu de création, mais un champ de bataille psychologique. Une arène où elle sera la proie de deux figures masculines écrasantes, déterminées à imposer leurs lois. Ce qui devait être une transition artistique devient en réalité son baptême du feu le plus brutal, une épreuve faite de domination, de tension permanente et de souffrance intime. L'expérience la marquera au fer rouge et forgera à jamais sa méfiance envers le pouvoir et ses abus. Elle se retrouve prise en étau entre deux hommes aux méthodes notoirement violentes. D'un côté, Gérard Depardieu, l'ogre du cinéma français, au talent aussi immense que son tempérament est imprévisible et brutal. De l'autre, Maurice Pialat, le réalisateur tyran, réputé pour pousser ses acteurs jusqu'à la rupture afin de faire jaillir, selon lui, une vérité viscérale. Dès les premiers jours, l'humiliation est quotidienne. Depardieu, au sommet de sa gloire, la traite avec un mépris glacial. Elle racontera plus tard comment il se montrait grossier, ouvertement moqueur, s'adressant à elle comme à une simple figurante. Il l'appelait même pas par son nom, un effacement symbolique qui la niait en tant qu'artiste et en tant que personne. Il fallait qu'elle sache sa place, celle d'une petite vedette issue d'un succès populaire, indigne de partager l'affiche avec lui. Pialat, quant à lui, orchestre une torture psychologique méthodique. Il ne cherche pas à la diriger, mais à la briser. Les scènes sont tournées des dizaines de fois sous des hurlements, dans des silences pesants chargés de jugement. Il la déstabilise, la pousse à bout, cherchant délibérément la faille pour la faire craquer. Un jour, après une prise jugée insatisfaisante, il lui lance cette phrase assassine qui la hantera pendant des années « Tu n'es pas une actrice, tu es une image ». Pour la jeune femme, cette violence est une révélation. Elle comprend qu'elle n'est pas perçue comme une collaboratrice, mais comme un objet. Je n'étais pas une actrice, j'étais un outil à casser, confiera-t-elle des décennies plus tard. Ce tournage n'est pas seulement une épreuve, c'est un rituel de domination qui lui apprendra une leçon fondamentale. Dans ce milieu, le talent ne suffit pas pour être respecté. Il faut se battre, non seulement pour exister artistiquement, mais avant tout pour survivre humainement. Elle ne pardonnera jamais ni l'instrumentalisation de sa jeunesse, ni l'humiliation érigée en méthode de travail. Ce n'était pourtant que le début d'un long cycle de relations éprouvantes. Blessée par l'épreuve de Police, Sophie Marceau cherche une issue, un protecteur. C'est dans ce contexte de vulnérabilité qu'elle rencontre, la même année, le réalisateur polonais Andrzej Żuławski. De 26 ans son aîné, il incarne tout ce que le cinéma français commercial n'est pas. Il est un intellectuel, un artiste intransigeant, un rebelle. Pour la jeune femme qui sort d'un tournage traumatisant, il apparaît comme un refuge, un mentor capable de la guider loin de l'univers cynique et brutal qu'elle vient de subir. Leur relation, qui durera 10 à 7 ans, commence sous le sceau de l'admiration et de la protection artistique. Mais le refuge se transforme rapidement en une prison dorée et le mentor en un Pygmalion possessif. Très vite, une emprise totale s'installe. Żuławski décide de tout.
Ses choix de carrière, son style vestimentaire, ses fréquentations, son image publique. Il l'éloigne volontairement du star system français, non pas pour la libérer, mais pour la plonger dans son propre univers, un monde d'une grande exigence intellectuelle, mais aussi d'une angoisse permanente et d'une manipulation psychologique subtile. Leur collaboration artistique devient le miroir public et déformé de leur relation personnelle. Elle tourne avec lui des films déroutants, extrêmes, comme L'amour braque, qui reflètent la passion et la violence de leur intimité. Si ces rôles la sortent de son image de jeune première, il la dépossède d'une autre manière. Les critiques sont souvent dures, le public est déconcerté, elle encaisse, elle endure, elle reste. Plus tard, elle résumera cette période par une phrase terrible. « J'ai perdu la maîtrise de mon image ». Elle n'est plus la petite fiancée de la France, mais elle n'est pas encore elle-même, elle est devenue la créature de Jouaski. Parallèlement à cette domination intime, Marceau affronte une autre forme de violence, plus institutionnelle, mais tout aussi destructrice. Celle du système. Alors qu'elle cherche désespérément à explorer des rôles plus complexes, les producteurs et une partie de l'industrie s'acharnent à vouloir la maintenir dans le formol de son succès initial. Ses contrats sont verrouillés, ses choix sont limités, on veut la figer dans le passé, la ramener sans cesse à Vic Berreton. Le public lui-même, paradoxalement, la réclame comme une icône immuable, une Madeleine de Proust qui ne doit pas changer. Chaque tentative d'émancipation est sanctionnée par l'incompréhension, voire un rejet brutal. Les médias, impitoyables, la traquent sans relâche, dissèquent ses amours, jugent ses larmes lors d'une cérémonie, critiquent ses prises de position. Les années passent et les blessures s'accumulent. À la douleur d'une relation personnelle étouffante, s'ajoute la trahison d'un milieu qui refuse de la voir grandir. Elle est prise dans un double étau où la liberté semble impossible à atteindre. Pendant des décennies, la colère de Sophie Marceau est restée une affaire privée, une force contenue derrière un sourire de façade, mais les années 2010 marquent un tournant radical. Elle ne se contente plus de subir ou de se battre en coulisses, sa parole devient une arme. L'actrice, autrefois muselée par les contrats et les conventions, se transforme en une figure publique dont les prises de position, rares mais acérées, font l'effet d'une bombe. Ce n'est plus une reconstruction intime, c'est une reconquête de l'espace public. Dans une interview accordée à Télérama, elle revient sans détour sur le tournage de Police, qualifiant l'expérience de traumatisante. Les mots sont enfin lâchés. Elle décrit un Gérard Depardieu qui se croyait tout permis, lui parlant comme si elle n'avait aucune valeur. Ses propos, longtemps résonnent avec une force nouvelle, d'autant que la figure tutélaire de Depardieu commence à être publiquement contestée pour ses comportements. Marceau ne recule pas. Elle affirme que ce tournage fut l'une des épreuves les plus humiliantes de sa carrière et qu'elle a tenu sa promesse de ne jamais retravailler avec lui. Quant à Piala, elle ne pardonne ni ses méthodes ni ses mots assassins. Cette libération de la parole culmine en 2006 avec son refus de la Légion d'honneur. La France lui propose la plus haute distinction nationale, mais elle dit non. Ce n'est pas par orgueil, mais par principe. La raison est précise et politique. Elle ne veut pas partager une médaille avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Nayef, lui-même décoré quelques mois plus tôt, alors qu'il est accusé de violation massive des droits humains. En refusant, Sophie Marceau adresse un message qui dépasse largement sa propre histoire. Elle dénonce l'hypocrisie d'un État et d'un système qui glorifie des figures tout en étouffant les voix discordantes. L'année suivante, elle enfonce le clou en publiant une tribune dans le journal Le Monde. Elle y fustige la récupération politique du cinéma et la complaisance d'un milieu qui accepte les honneurs sans questionner leur provenance. Le cinéma ne devrait pas être une vitrine pour l'État, écrit-elle. Cette phrase, simple et puissante, résume sa posture, celle d'une artiste libre, sans maître, qui ne doit rien à personne. Même son regard sur son passé avec Jouavski évolue. Après la mort du réalisateur, elle ne sombre pas dans une nostalgie facile. Tout en reconnaissant ce qu'il lui a apporté sur le plan artistique, elle n'oublie pas ce qu'il lui a pris sur le plan personnel. Elle évoque leur relation comme un labyrinthe dans lequel elle s'est perdue, confessant « j'ai mis des années à me retrouver ». À travers ses déclarations, Sophie Marceau ne règle pas des comptes, elle reconstruit son récit. Elle ne pardonne pas, car pardonner reviendrait à excuser, à minimiser la blessure. Au lieu de cela, elle transforme chaque cicatrice en une ligne de résistance. À 50 ans passés,
Son objectif n'est plus de plaire, mais d'être entendu. Dans un monde du cinéma encore largement dominé par des figures masculines intouchables, sa parole devient une forme de revanche. Une revanche douce en apparence, mais absolument implacable. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Sophie Marceau, deux images s'affrontent. Il y a celle, indélébile, de la jeune fille de la boum, symbole d'une insouciance éternelle. Et puis il y a la femme d'aujourd'hui qui approche de la soixantaine, une femme plus brute, plus directe, qui ne joue plus le jeu de la séduction médiatique. Dans ses interviews récentes, elle apparaît souvent en retrait, presque fuyante, comme si des décennies d'exposition l'avaient finalement épuisée. Pourtant, à travers des phrases soigneusement choisies, elle laisse entrevoir une blessure qui ne s'est jamais refermée. En 2022, pour Vanity Fair, un journaliste lui demande si elle regrette certains choix. Sa réponse est une flèche « Non, mais je regrette de ne pas m'être protégée plus tôt ». Elle ne nomme personne, mais tout est dit. Elle parle à demi-mot de ces années volées, de cette jeunesse, happée par une industrie qui broie les plus fragiles. Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'un constat d'une amertume infinie. Certains dégâts sont irréparables. Plus récemment, lors de la promotion d'un film, le nom de Gérard Depardieu est évoqué. La réaction de Sophie Marceau est physique. Elle ferme les yeux, soupire longuement, puis coupe court. Ce n'est pas un sujet que je souhaite ouvrir. Ce refus n'est pas de l'oubli, c'est une frontière. Elle ne veut plus consacrer la moindre parcelle de son énergie à expliquer une douleur que le monde aurait dû comprendre depuis longtemps. Des tentatives d'apaisement ont eu lieu, des lettres sont arrivées, des invitations ont été déclinées, elle reste de marbre. Elle ne s'affiche plus avec ceux qu'elle tient pour responsables de ses cicatrices. Même les hommages du cinéma la laissent de glace. Elle a choisi son camp, celui de sa propre dignité. Sur France Inter, interrogée sur le pardon, elle offre cette confession bouleversante, presque chuchotée. Le pardon, c'est pas oublier, c'est accepter sans cautionner. Moi, je n'ai pas encore trouvé cet équilibre. Il n'y a eu ni confrontation publique spectaculaire, ni procès, seulement des distances creusées, des portes fermées et un silence qui en dit plus long que tous les discours. Sophie Marceau a choisi de ne pas pardonner, car elle ne veut pas faire semblant. Son parcours n'est pas un conte de fées, mais une traversée marquée par une élégance farouche dans la douleur et une grâce infinie dans le refus. En refusant de tendre l'autre joue, elle n'entretient pas la haine, elle se protège, elle rappelle qu'on peut avancer sans effacer, se reconstruire sans absoudre, et à travers cette posture indomptable, elle inspire une génération entière de femmes à ne plus se taire, à ne plus accepter l'inacceptable. Son plus grand acte d'amour envers elle-même fut ce refus. Et c'est peu être là, dans cette rupture assumée, que réside sa liberté la plus précieuse. Au cœur de ce récit se trouve le parcours de Sophie Marceau, de l'icône adolescente de la boum à la femme indomptable, qui, à 57 ans, refuse de pardonner à ceux qui l'ont blessée. Son histoire est marquée par une lutte précoce pour son indépendance face à la Gaumont, suivie d'expériences traumatisantes sur le tournage de Police avec Piala et Depardieu, et une relation d'emprise avec Andrzej Jouhawski. Son refus de la Légion d'honneur en 2006 symbolise sa parole libérée contre l'hypocrisie du système. Loin d'être une quête de vengeance, sa démarche est un acte de reconstruction personnelle, une affirmation de sa dignité en choisissant la mémoire plutôt que l'oubli, trouvant ainsi sa liberté ultime.